Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, très heureux les gones de vous retrouver pour la causerie du jour avec un menu qui est assez copieux les amis, je vous dis d'emblée. On a du Mercato, on a un petit peu de DNCG, et on aura surtout un petit coup de gueule de ma part en fin de vidéo. Alors ça n'engage que moi, je vous le dis en préambule, c'est un point de vue personnel, on est sur une chaîne que j'ai créée, donc j'ai un petit peu parfois des coups de gueule à passer, et j'en passe rien en fin de vidéo, c'est un petit peu l'édito du jour, et vous me direz votre point de vue en commentaire comme toujours, évidemment, j'ai hâte de vous lire. Avant de commencer, les amis, pensez, comme toujours, ça prend une demi-seconde, le petit pouce, le commentaire, vos différents points de vue sur les sujets évoqués. Pensez, si vraiment vous aimez la chaîne, à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Merci à tous les amis. Allez, c'est parti, on commence donc avec l'information du jour publiée par l'équipe et Hugo Guillemet sur les coups de 20h20. On est vendredi soir à l'heure où je vous parle, 20h28, et on a appris, je mets l'article à l'écran, que Djoumaba, le défenseur de Manchester City, de la Sierra Leone, est en pole position pour être prêté à l'Olympique lyonnais par Manchester City. Excellent profil, jeune joueur c'est vrai, il faut le polir, il y a plein de points qu'il faut améliorer, tactiquement il y a des petits trucs où il doit progresser évidemment, mais c'est un super profil les amis. Pour une fois ou presque, je vais être vraiment ultra positif et enchanté. Je le dis, ça c'est de la piste, ça c'est de la recrue potentielle qui matche bien dans le projet OL avec des profils qu'on va cibler. Djoumaba, c'est pour moi une excellente idée. On va en parler juste après, mais avant je lis un petit peu l'article de Hugo Guillemet qui nous dit donc, je reprends l'article, lors de la vente de Ryan Cherki aux Citizens, l'OL avait négocié le prêt d'un an d'un joueur du club anglais, il devrait s'agir de l'ex-défenseur lensois. Hugo nous rappelle que l'OL a vendu Cherki pour environ 42,5 millions d'euros bonus compris, que dans le deal un joueur en prêt était négocié par l'OL via Manchester City, et juste après on apprend que, je cite encore l'article, après s'être intéressé à des profils dont les Citizens ne voulaient pas se séparer, cet été, comme Oscar Bob ou encore Kuzanov, l'ancien Lensois lui aussi, l'OL a envisagé les offensifs James McAtee ou encore Claudio Echeverri, mais c'est finalement le dossier Djoumaba, prêté à Lens la saison dernière, qui remporte l'adhésion depuis quelques jours. Les Gones, je le dis, je le redis encore une fois, c'est un excellent choix. Alors qui est Djoumaba? S'il signe à l'OL, j'en ferai une vidéo pour le présenter plus précisément. Pour faire simple, joueur très grand, très costaud, 1m95 dans mon souvenir, très puissant, jeune, il a 19-20 ans, City l'a repéré quand il jouait en Espagne, il a fait une très bonne saison là-bas, ils l'ont acheté, puis prêté à Lens courant janvier, je l'ai vu au stade, je dirais cette saison, j'ai eu la chance de le voir 3 fois dans mon souvenir au stade, et à la télé quasiment tous les week-ends, quand je l'ai vu au stade, alors, pour être très précis, quand on le voit à la télé, déjà, c'est assez impressionnant. On se dit physiquement, wow, grand, costaud, puissant, hyper agressif. Là-dessus, déjà, visuellement à la télé, il y a un truc qui choque la rétine. Mais vu du stade, les amis, vu du stade, c'est impressionnant. Je pèse mes mots, c'est impressionnant. C'est un buffle. C'est un buffle. J'étais à Bollaert pour le match entre Lens et Rennes. C'était courant, je crois, mars dans mon souvenir. Ouais, dans ces eaux-là, mars. Et donc Lens a gagné le match sur un match assez pourri pour le coup. Et en défense centrale, Djoumaba, écoutez bien les gones, du haut de ses 19-20 piges, c'était le patron. Aucun duel perdu, présence physique phénoménale, agressivité, je te rentre dedans, je suis intraitable, je défends en avançant, super important, il recule très très peu, c'est quelqu'un qui va défendre en avançant pour aller agresser les chevilles de l'attaquant d'en face, vraiment profil extrêmement intéressant. Si je résume, puissant, grand, agressif, une relance qui n'est pas une top relance, c'est pas un profil entre guillemets élite dans l'aspect relance, je longe, je cours, mais en tout cas il a un pied droit très fiable, un pied gauche lui aussi très fiable. Je l'ai vu souvent distribuer le jeu côté lensois avec du jeu court assez sûr et tranquille. Vraiment très 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 bon profil les amis, je maintiens. C'est pour moi l'excellente idée, je l'avais dit en vidéo il y a maintenant je crois 3 semaines, quand on avait appris que l'OL allait vendre Cherki à City, j'avais dit, parmi tous les jeunes qu'a City sous la main, entre McAtee, Echeverri, Oscar Bob, j'oublie d'autres des meilleurs, et donc Djoumaba, j'avais dit que pour moi, Djoumaba c'était le meilleur profil possible. Je valide à 10 000%, vraiment, et j'espère une seule chose les gones, c'est que l'OL puisse intégrer dans le prêt du joueur, si possible, une option d'achat. Ce serait pour moi le deal, là, si déjà on l'a en prêt, c'est une plutôt bonne nouvelle, c'est un bon joueur, mais si on l'a en prêt, avec une option qu'on pourrait lever courant juin 26, alors là les amis, excellent. Parce que c'est quelqu'un qu'on va peut-être avoir
sur du court terme. Et si jamais il s'installe à l'OL comme un choix voilà, sur du moyen long terme, c'est un profil que tu peux valoriser d'ici 2-3 ans au bas mot. Au vu de ses caractéristiques, 40-50 millions, j'en ai aucun doute. Très puissant, très costaud. Waouh, excellent choix, vraiment excellent choix. À titre de comparaison, ceux qui sont les plus anciens, qui ont maintenant parmi vous peut-être 30, 35, 40 ans, voire plus, il a un petit côté d'un ancien Lensois que beaucoup aimaient à l'époque, l'ancien Auxerrois aussi, Koulibaly. Et pour ceux qui n'ont pas la référence et qui sont peut-être plus jeunes, qui ont entre 10 et 25 ans peut-être, autre joueur que vous connaissez bien, j'en suis sûr et certain, et qui a un profil assez proche de ce que sait faire Djoumaba, c'est Koulibaly, le Sénégalais, passé par Chelsea, le Napoli, et maintenant en Arabie Saoudite, profil de joueurs qui sont très grands, puissants, énorme leadership. Vraiment, les amis, sans être dans l'enflammade, c'est pas trop mon style, c'est pour moi vraiment une idée de très grande qualité. Bravo à la cellule de recrutement. Allez, on enchaîne, on passe à la suite. On passe donc à l'article publié, c'était avant-hier, ou hier plutôt, article qui nous parle de John Textor et de la DNCG. Et on apprend que John Textor, après la victoire de son club de Botafogo face au Paris Saint-Germain, tout content et tout fier de son club chéri qui a fait un match assez courageux face au PSG, champion d'Europe, on apprend donc que John Textor dit face caméra à la presse qu'il n'est pas inquiet pour la DNCG, puisque, je vous lis le verbatim, il dit « On a réalisé divers investissements ces dernières semaines, tout est bon financièrement ». Alors ça, c'est l'information que nous livre John Textor sous le coup de l'euphorie après le match d'anthologie de son club chéri de Botafogo. Donc on apprend que, selon lui, il ne faut pas être inquiet, que tout est bon financièrement. Alors je rappelle à toutes fins utiles qu'il avait eu le même discours par le passé avant que la DNCG ne nous plombe avant les mercatos, notamment estivaux. Donc bon, on verra bien. Mais si on se fie à Textor, logiquement, ça devrait être bon pour l'OL. Je rappelle quand même, les gones, que c'est important de le savoir, que la DNCG, si on se fie à la presse et donc aux échos publiés courant octobre-novembre dernier, la DNCG demandait à l'OL d'abonder, d'approvisionner les comptes à hauteur de 175 millions d'euros. Donc, si on fait les petits calculs, je rappelle que l'OL a vendu durant l'hiver pour à peu près, si on compte ou pas Enrique, c'est un petit peu le mystère que préserve Textor. Si on ne compte pas Luis Enrique, on est à environ 30 et quelques millions d'euros. Si on le compte, on est quasiment au double. Donc là, je vais être optimiste, on va l'intégrer au calcul. Disons que l'OL a vendu durant l'hiver pour à peu près 60 et quelques millions d'euros. Petit package global. On a eu aussi l'option qui a été levée pour Benrahma, environ 12 millions par le club saoudien de Neom promu en D1 saoudienne. On a eu aussi, là il y a quelques jours, la vente de Ryan Cherki pour environ 42,5 millions d'euros, bonus compris. Et si on se fie à la presse française, il y a maintenant quelques semaines de ça, courant fin décembre, début janvier, les actionnaires d'Eagle ont abondé les comptes de l'OL à hauteur de 83 millions d'euros, sauf que là on n'a pas le détail de l'opération. Est-ce qu'ils ont procédé à une augmentation du capital, ce qui serait bien pour nous, ou est-ce qu'ils ont procédé, comme ils l'ont fait par le passé, à un prêt d'actionnaires? Et là les gones c'est très différent évidemment. Quand les actionnaires d'Eagle prêtent de l'argent à l'OL, c'est remboursement plus taux d'intérêt assez conséquent. Forcément c'est pas la même limonade. Donc ça vous l'avez compris les amis, on verra bien la suite. Alors je pense objectivement, les gones, pour être très franc avec vous, je pense que la DNCG logiquement devrait lever les sanctions qui sont graves, quand même je le rappelle très graves, on parle toujours d'une rétrogradation à titre conservatoire en Ligue 2 fin juin. Concrètement ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'OL, s'il n'y a pas d'amélioration et de réponse aux exigences de la DNCG, ira en Ligue 2 mécaniquement au 30 juin. Ça, c'est la sanction qu'on a actuellement. J'imagine qu'elle va être levée pour différents motifs, différentes raisons. Number one, j'espère en tout cas que John Textor a fait les efforts pour aboutir au montant demandé par la DNCG. Et surtout, je pense que l'OL est un club qui est, institutionnellement trop grand, trop gros, dans le paysage footballistique français. En économie, on dirait que l'OL est too big to fail, et trop gros pour disparaître. Dans ce monde économique du foot, si on perd l'OL, on perd à peu près en France peut-être 2-3 millions de supporters. Donc autant de revenus qui vont être générés, des revenus récurrents de billetterie, de marketing, droits TV, dans un football français qui crève la bouche ouverte à cause des droits TV qui sont en berne. Si on perd un client comme l'OL, là c'est terrible, ce serait un marasme complet. Dans une Ligue 1 qui en plus a un suspense réduit à néant parce que Paris est tout puissant et que derrière il y a un écart entre eux et la concurrence, si en plus tu perds l'OL,
ses supporters, son pouvoir d'attractivité. Si tu perds tout ça, évidemment, c'est pas la même sauce pour le football français. Donc je pense que l'OL restera en Ligue 1, voilà, sauf cataclysme absolu, mais logiquement nous serons en Ligue 1 l'an prochain, les amis. Par contre, il faudra être vigilant sur le rendez-vous DNCG pour l'an prochain. Est-ce que l'OL, dans son budget prévisionnel, va parvenir à un équilibre? J'en sais rien. En fait, j'en sais rien, les gars. Moi, j'avais dit en vidéo qu'il fallait vendre pour à peu près 100 millions de joueurs durant l'été. On est déjà à 40 millions avec Ryan Cherki. J'avais dit aussi qu'il fallait baisser la masse salariale d'environ 50 millions d'euros. Lacazette, Tagliafico qui va partir, c'est quasiment acté. Cherki, bon, c'est en plutôt bonne voie, mais c'est pas fini non plus. Est-ce que la DNCG va accorder à l'OL le blanc-seing pour continuer l'an prochain sans sanction, sans encadrement des frais de transfert ou des salaires? J'en sais rien du tout. Ça, c'est le point d'interrogation majeur pour les prochains jours, parce que oui, lever les sanctions actuelles, c'est bien, c'est un bon point qui devrait être rassurant pour nous, mais ne pas prendre de sanctions pour l'an prochain, c'est encore autre chose. Ça, il faut bien le dissocier. Il y a les sanctions qu'on a maintenant et qu'il faut mettre de côté, les oublier, et il y a les potentielles sanctions pour l'an prochain si l'OL présentait un budget qui malheureusement ne serait pas dans les clous de ce que demande la DNCG, qui, je le rappelle, est extrêmement exigeante, puisqu'elle demande désormais au club français, je le rappelle, de ne plus intégrer ni les ventes de joueurs, qui sont des hypothèses, ni d'intégrer les droits TV qui sont, on l'a vu, au plus bas niveau depuis fort longtemps. Donc tout ça sont des contraintes nouvelles de la DNCG pour les clubs français, et il faut que l'OL les intègre, donc il y a plein d'efforts à consentir, à réaliser. Est-ce que l'OL les a fait et les fera pour l'an prochain? C'est toute la question, et là encore on verra bien la suite au prochain épisode. Et donc pour finir les amis, c'est mon troisième sujet de la vidéo, c'est un petit peu un édito, un coup de gueule, et je dis en préambule, c'est le propos liminaire, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo avec vous, et qu'il n'y ait pas de commentaires me disant « Mika, tu abuses, t'exagères, tu es extrêmement sévère ». C'est un point de vue, les gars. Je rappelle que la chaîne, elle est là pour créer du débat entre vous et moi, qu'il y ait des points de vue qui s'échangent. On peut ne pas être d'accord, c'est pas dérangeant. Moi, j'aime bien quand il y a de la contradiction et qu'on peut, comme ça, échanger sur une idée, un sujet, débattre, et parfois même que vous me convainquiez avec vos arguments. C'est tout l'intérêt de la vidéo. Donc là, j'ai un point de vue que je voulais vous livrer sur John Textor et l'actu de Botafogo, mondial des clubs, et en parallèle, ce qu'il se passe à l'OL. On a tous vu les images de Botafogo au mondial des clubs, qui a battu le Paris Saint-Germain, c'est fort bien, c'est magnifique. Même moi qui ne suis pas du tout fan de Botafogo, j'ai plein d'amis qui le sont, j'ai des amis qui sont même youtubeurs, qui sont brésiliens et qui supportent le club, Pedro par exemple, que je salue, que j'embrasse. J'ai plein d'amis qui aiment ce club, mais pour autant ça ne me fait rien, ça ne me crée aucun sentiment, absolument rien. Je suis neutre, en tout cas par rapport à ce club-là. Mais quand je vois les scènes de liesse de Botafogo, de John Textor, qui est tout pimpant, heureux, c'est pour le Brésil, machin, les grandes déclarations, casquette Botafogo sur la tête, le veston Botafogo, je me dis, Mika, définitivement, tu n'es pas du tout adapté pour ce foot multiclubiste qui ne te correspond en rien. Mais vraiment, les gars, qui ne me correspond en rien. Alors, vous allez dire, Mika, tu es très sévère, tu es dur, tu t'en prends encore à Textor, peut-être, c'est vous qui me le direz. Mais quand je vois ça, quand je vois John Textor, qui, je le rappelle quand même, c'est un point qui est super important, il faut le redire, qui est président de l'Olympique Lyonnais. Le président de l'OL est en train de fêter une victoire d'un autre club, alors qui lui appartient certes, mais d'un autre club que l'OL, à des milliers de kilomètres de là, alors que nous, dans quelques jours, on a un rendez-vous qui est super important à la DNCG, donc il n'est pas en présentiel, et au même moment, chez nous, au Parc OL, est rendu un hommage magnifique de nos supporters pour Bernard Lacombe, après son décès. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Le président de l'OL, celui qui est le garant institutionnel du club, celui qui est la tête de proue du projet, celui qui incarne l'OL sur la scène footballistique mondiale, il n'est pas là dans un moment de commémoration pour rendre hommage, pour célébrer la mémoire de Bernard Lacombe. Moi, franchement, les amis, ça me dépasse. Ça me dépasse. Ce modèle multiclubiste où on peut comme ça interchanger les positions, tu présides l'OL, en même temps t'as Botafogo, non, c'est pas possible. Ça paraîtra peut-être pour beaucoup d'entre vous insignifiant et vraiment pas un point à retenir, pas essentiel,
mais pour moi, ça en dit long. Et souvent, je le dis, dans le foot, la symbolique, elle est extrêmement puissante. Il y a les mots qu'on peut dire, on peut analyser un match, on peut décrire un joueur de foot, mais les photos, souvent, en disent long sur ce qu'il se passe. Et j'ai retenu 2 photos qui, pour moi, traduisent exactement ce que je pense et ce que je ressens à l'instant T et que j'aimerais vous partager en débat. Les voici. Vous avez tout d'abord à gauche une photo de John Textor qui est, on le voit bien, qui est heureux, qui est rempli de bonheur et de joie, ce qu'on peut comprendre, mais loin de Lyon, à des milliers de kilomètres de Lyon, en train de fêter comme président de l'OL une victoire de Botafogo. Ça, c'est la photo numéro 1. Et à droite, vous avez un contraste qui est saisissant. Vous avez nos supporters aux abords du parc OL, qui rendent hommage à Bernard Lacombe en présence de l'ancien président de l'OL, Jean-Michel Aulas. Et ça, les amis, on peut dire ce qu'on veut, on peut ne pas être d'accord avec moi, je trouve que l'image, elle est juste saisissante. En fait, cette image-là, ce contraste-là, il révèle pour moi tout ce qui ne va pas et tout ce que je reproche actuellement à l'OL. D'une part, le manque d'incarnation sportive. Qui incarne l'OL ? Personne. Pour l'hommage rendu à M. Lacombe, il n'y avait apparemment aucun dirigeant du club présent. C'était l'ancien président qui était là pour honorer sa mémoire. C'est lunaire. C'est franchement lunaire. Et le second élément que les 2 photos mettent en évidence, c'est, pour moi en tout cas, la confusion des genres, la confusion des rôles. Le président de l'OL, qui n'est pas sur Lyon, pour l'un des moments de communion entre supporters, après un décès d'une figure emblématique et légendaire du club, moi, ça m'interpelle beaucoup, ça m'interroge. Et vraiment, je le pense vraiment, je ne suis définitivement pas adapté à ce modèle multiclubiste qui vraiment, en rien, ne correspond avec ce que j'imagine pour l'OL. Quand je vois que notre club manque d'incarnation et qu'au même moment, notre président est loin du club pour un moment de commémoration en hommage à Bernard Lacombe, voilà, moi ça me pose question, ça m'interroge beaucoup. Je vous passerai évidemment le fait qu'il ait communiqué quasiment 2 jours après la mort de Bernard Lacombe. Voilà, j'imagine même que ses conseillers en communication à l'OL ont dû lui dire « John, il y a une polémique qui est en train de prendre de l'ampleur et d'enfler sur Twitter, il faut impérativement que tu aies un mot pour Bernard Lacombe. » Et ça, il a fallu qu'on lui fasse la remarque, j'imagine toujours, je suppute, qu'on lui fasse la remarque pour qu'il daigne écrire un message quasiment 24-48 heures après. Là encore, détail me diront certains, pour moi non, ça en dit long, ça en dit beaucoup sur l'absence de leadership, l'absence de culture club, et dans ce foot qui déconstruit tout, à vitesse grand V, je pense qu'on a plus que jamais besoin de culture club et de sentiment d'appartenance à une histoire commune qui est celle de l'OL. Voilà en gros mon point de vue les amis. On ne peut ne pas être d'accord, vous me le direz en commentaire. Le principal c'est qu'on puisse débattre de façon posée et argumentée. Je suis prêt à entendre tous les points de vue comme toujours évidemment. Sur ce les gones, portez-vous bien, à très vite pour du prochain contenu. On parlera peut-être d'économie, de mercato, je verrai bien selon ce que produira l'actu de l'OL. Ciao ciao, je vous embrasse, allez l'OL plus que jamais. Ciao.